Anaïs se fait des films. Se fait quoi? Anaïs se fait des films. Qui se fait des films? Anaïs se fait des films. Salut, moi c'est Anaïs. Bienvenue dans Anaïs se fait des films, un podcast qui vous parle de cinéma et aussi un peu de moi. Je suis journaliste, critique cinéma et séries depuis une petite quinzaine d'années, et dans la vie, je me pose beaucoup de questions et j'aime beaucoup parler. Dans les premiers épisodes de ce podcast, je vous ai emmené avec moi dans les coulisses du Festival de Cannes, et vos retours ont été tellement nombreux et tellement enthousiastes que je me suis dit que j'avais envie de continuer l'aventure. Si vous en aviez marre de m'entendre, je suis désolée, je ne vais jamais m'arrêter de parler en fait. Et puis c'est logique parce que certes, Cannes, c'est le point culminant de la vie d'un critique ciné, mais le cinéma en fait c'est toute l'année, donc pourquoi s'arrêter ? Plus tard dans cet épisode, vous entendrez mon avis sur quelques films en salle actuellement, The Phoenician Scheme de Wes Anderson, Jeune mère des frères Dardenne, Sinners de Ryan Coogler, ou encore Tu ne mentiras point de Tim Mielantz. Mais avant ça, je voulais essayer de répondre à une question cruciale. Une question qui me hante, qui me taraude, qui me tourmente, que dis-je, qui me turlupine. Une question qui résonne dans ma tête à chaque fois que je mets les pieds dans une salle obscure. Qui sont ces gens qui parlent et regardent leur téléphone au cinéma ? Faut-il leur retirer leur carte UGC ? Les noyer dans une énorme cuve de popcorn, salée pour ajouter un peu plus de souffrance ? Alors attention, je parle pas de regarder discrètement son téléphone pour checker l'heure une fois pendant la séance, ça on l'a tous fait. Ça peut même avoir une utilité d'ailleurs, parfois c'est bien de savoir où on en est dans un film, ou calculer le rendement d'une pause pipi, est-ce que j'attends la fin de la séance, est-ce que j'y vais maintenant, est-ce que je vais rater un moment crucial ? Moi je regarde aussi l'heure parfois pour des raisons professionnelles entre guillemets, c'est-à-dire pour calculer la durée d'un plan séquence, ou quand il y a une scène un peu pivot dans le film, pour noter dans quel acte elle a été située. Donc non, je pourrais jamais en vouloir à quelqu'un qui check rapidement, discrètement et très occasionnellement l'heure sur son portable. Par contre, je n'ai pas de poupée vaudou, mais si j'en avais une, elle serait sans doute à l'effigie de tous les gens qui m'ont déjà gâché une séance de cinéma parce qu'ils étaient aussi discrets qu'un troupeau d'hippopotames bourrés. Il se déplace en troupeau. Il se déplace en troupeau. Vous voyez les gens dont je parle. C'est des gens pour qui l'impolitesse a l'air d'être une vocation. Emmerder le monde, c'est leur mission divine. Il y a eu par exemple ce couple qui a passé toute la projo de Leila et ses frères à regarder des TikTok. Vraie histoire. Mais aussi et surtout le mec qui, en projection de presse, a allongé ses jambes sur le dossier devant lui et a passé tout le film à trier ses photos de vacances. Je m'en souviens encore très bien. C'était au Balzac à Paris, il y a 3 ans. Et j'espère que le karma a retrouvé ce mec comme un personnage de Destination Finale. Ça m'est encore arrivé très récemment, au Festival de Cannes, notamment devant Sirat d'Oliver Lacks. Pour rappel, c'est le film qui a gagné le prix du jury ex aequo. Imaginez, vous êtes devant un film immersif, à la fois contemplatif et de plus en plus intense. Vous êtes absorbé par les images et le récit, vous vous demandez où ça va aller. Mais toutes les 3 minutes, vous sortez de votre rêverie parce que juste à côté de vous, il y a Jean-Dominique et Joséphine qui ont décidé de commenter à voix haute tout ce qu'ils sont en train de voir. Elle est bien la musique, hein ? C'est beau. Oula, il est spécial, lui, avec tous ses tatouages. C'est au Maroc, ça ? Ils doivent avoir chaud. Tu vois, ça me rappelle quand on est parti en séminaire avec Patrick. Ah ! Après avoir un peu trop longuement fantasmé sur toutes les techniques de torture que j'aimerais appliquer sur Joséphine et Jean-Domi, et avoir envisagé de m'arracher les yeux et les oreilles à main nue, j'ai fini par me tourner vers eux et leur dire poliment mais sèchement « Excusez-moi, vous pouvez arrêter de parler ?» Et là, ce bon vieux Jean-Domi m'a regardé avec tellement d'incrédulité que je me suis dit qu'il s'était peut-être même pas rendu compte qu'il parlait devant le film depuis 1 heure. Au final, après mon intervention, les commentaires se sont un petit peu calmés et j'ai malgré tout adoré le film, mais je peux pas m'empêcher de penser que j'aurais eu une expérience beaucoup plus forte si j'avais pas eu toutes ces distractions. Quelques jours plus tard, devant Valeurs sentimentales de Joachim Trier, autre problème, l'homme à ma gauche et l'homme à ma droite n'arrêtaient pas d'envoyer des textos pendant tout le film. Généralement, dans ces cas-là, soit je demande à la personne d'arrêter, soit j'ai une petite technique un peu plus mesquine, mais très efficace. Je me colle à eux et je lis leurs textos. Si ça vous arrive un jour, essayez, vous verrez, c'est hyper dissuasif. How the hell do you know that? Because I'm a genius. Là, vous vous dites peut-être « Ah ouais, la relou !» C'est vrai, je le reconnais, je peux être quelqu'un d'assez rigide. Comme Monica dans Friends, je suis le genre de personne qui pense que les règles permettent de contrôler le fun. De manière générale, je supporte assez peu d'être dérangée. Ça fait 10 ans que j'ai supprimé toutes les notifs sur mon téléphone. Je suis anti-groupe WhatsApp. Je fais tout pour limiter au maximum les sollicitations indésirées. Oui, je suis une personne hilarante. Au ciné, pareil, c'est un réflexe. Dès le début du film, je mets mon portable en mode avion et si vous commencez à trop me parler pendant un film, je vous avoue que je risque de vous ignorer.
Je vais partir en mode philosophique. Je sais bien qu'on a tous une raison très personnelle d'aimer la culture, et notamment le cinéma. Le critique Roger Ebert disait que le cinéma, c'était une machine à empathie. Il a totalement raison, mais je pense aussi que pour beaucoup d'entre nous, la culture, que ce soit le cinéma, le théâtre, la musique, c'est un mode d'évasion. Et c'est un peu tout le principe de l'écran de cinéma d'ailleurs. Il est censé être tellement grand que dans le noir, on ne fait plus la séparation entre notre corps et ce qui se passe à l'écran, on vit le film. Pour moi, le cinéma, surtout en salle, c'est une bulle hors du temps. C'est une expérience physique qui me permet d'être absorbée dans un autre univers et c'est un des rares moments où je peux être déconnectée du monde extérieur. Même si j'arrive pas toujours à laisser mes tracas de côté, parfois ils sont même sublimés par ce qui se passe à l'écran, je veux pouvoir être en communion avec le film, sans distraction. Je peux pas m'évader s'il y a quelqu'un qui est tout le temps en train de me sortir du film à côté de moi. Et ce qui me rassure, c'est que je sais que je ne suis pas la seule à être un peu psychopathe du ciné. Au fond, on a toutes et tous des choses qui nous énervent plus particulièrement au cinéma. Je pense à mon ami Constant, qui est critique ciné, qui habite en Belgique, et avec qui je passe souvent du temps en festival de cinéma. Et alors lui, c'est le champion, il est très souvent agacé par le comportement des autres au cinéma. Il y a pas mal de choses qui m'énervent chez les gens quand je vais au cinéma. Évidemment, ceux qui sont sur leur téléphone, ceux qui mangent un peu comme des porcs et ceux qui parlent aussi. Ça me rappelle des cas où j'ai été voir les gens pour leur dire d'arrêter. Il y a une dame qui mangeait son popcorn vraiment hyper fort et je me suis déplacé, j'ai fait voilà, excusez-moi, mais en fait, on vous entend beaucoup. Est-ce qu'il y a moyen de manger un peu moins fort? Elle a fait OK, oui, bon, c'est des pop-corn quand même, hein. Ceux qui sont sur leur téléphone, évidemment, que ce soit avec une luminosité basse ou pas, bah, on le voit, donc c'est un peu chiant. Et donc là aussi, je me déplace et je leur dis, soit, «Désolé, il y a moyen d'arrêter d'être sur votre téléphone» ou alors quand, ça fait, 20 minutes que la personne est sur son téléphone, j'hésite pas à être un peu plus sec, en lui disant, «Si, vous avez pas envie de voir le film, vous avez qu'à sortir, hein». Ah oui et aussi, il y a un petit bonus, un jour, j'étais dans une salle de cinéma et quelqu'un a commencé à manger des pistaches, du coup à, tu sais, décortiquer sa pistache. Ça faisait blinder de bruit, donc je me suis évidemment déplacé pour lui dire, «Excusez-moi, mais c'est juste insupportable» et la personne a fait: «Ah pardon, désolé». Donc voilà, j'ai de la chance, souvent les gens, sont assez conciliants et savent qu'ils sont chiants, donc ils arrêtent, mais voilà, c'est pas toujours le cas. Il y a aussi mon acolyte Marie Telling, avec qui je co-anime le podcast Amis. On n'a pas du tout la même façon de regarder les films, mais pourtant, ça l'empêche pas, elle aussi, d'être agacée par plein de choses quand elle va au cinéma. Bah, en fait, c'est plein de trucs que je peux faire moi-même, mais que je supporte pas que d'autres me fassent à moi. C'est d'abord les coups dans le fauteuil. Il m'est arrivé d'en donner aussi parce que je suis grande et tout ça et je comprends le challenge, mais c'est vrai que quand on me fout des coups dans mon fauteuil juste derrière, mais ça me rend folle. J'aime pas entendre les gens parler, j'aime pas entendre les gens mâcher. J'aime pas, je pense qu'il y a des films à popcorn et des films qui ne sont pas à popcorn, donc je déteste quand on mange des popcorn dans des films qui ne sont pas à popcorn. Ah, un truc que je déteste, c'est quand les gens arrivent en retard et qui font chier tout le monde au début du film et qui te gâchent les 5 premières minutes du film parce qu'ils font lever toute une rangée pour rejoindre leur siège. Ça m'énerve. En fait, si t'es en retard, tu ne rentres pas. On devrait faire les mêmes règles qu'au théâtre. Est-ce que ça t'arrive d'aller voir des gens pour les réprimander au cinéma, genre leur dire de parler moins fort, d'arrêter d'utiliser leur téléphone, etc. Non, je suis profondément lâche, donc ce que je vais faire, c'est, je vais faire comme Hermione, tu vois. Et je vais me tourner plein de fois en les fixant. C'est pareil, les paquets de bonbons, entendre des gens dans une scène, dans un film dramatique ou même une scène où il n'y a pas beaucoup de bruit et d'un coup, derrière toi, t'entends... Mais non, quoi. Enfin, juste pourquoi je vis ça? Et alors là, vraiment, je me retourne, je suis vraiment Madame Michu, quoi. Je me retourne et je les fixe d'un air agressif. Est-ce que toi, t'as déjà été dérangée par des gens qui avaient des réactions trop vives au cinéma, genre qui pleuraient trop ou... Je sens que cette question est très ciblée. Parce que non, moi ça m'arrive pas honnêtement, mais je pense que c'est parce que c'est moi qui ai les réactions vives, donc je sais qu'on m'a fait la réflexion plusieurs fois, pas que toi aussi, mais d'autres personnes sur le fait que je vis un peu trop intensément les films et que du coup j'empêche les autres d'en profiter. J'avais une amie, Anne-Lise, si tu nous écoutes, on était allé voir $1 Million Baby ensemble au lycée. Waouh, la pauvre. Elle était tellement morte de rire face à mes réactions qu'elle n'a pas pu vraiment vivre le film. Enfin, je pleurais tellement fort qu'en fait, ça faisait trembler la rangée, quoi. Mais non, c'est pas, je surjoue pas, malheureusement. J'ai ça en moi. Mais en fait, pour moi, les gens ont le droit d'avoir une réaction émotionnelle parce que ça fait partie, tu vis le film, en fait. C'est peut-être chiant pour les gens autour, c'est sûr. Mais tu vis le film et pour moi, ça, c'est légitime. Et je supporte pas. On a été allé voir Challengers ensemble et il y avait 2 meufs devant qui filmaient, qui avaient filmé l'ouverture.
et qui s'était remise à filmer au bout d'un moment. Et en fait, là, j'ai fait la police. C'est-à-dire, je leur ai dit, vous arrêtez, parce que c'est hyper pénible d'avoir un double écran, en fait, devant soi. C'est un manque de respect total, quoi. Et elles étaient en train de tenir leur portable devant leur tête, et en plus, elles étaient en train de glousser comme deux adolescentes. D'ailleurs, j'ai fait un petit sondage pour vous demander ce qui vous énervait le plus au cinéma et les doléances étaient assez nombreuses. J'aime pas marcher sur les pop-corns qui sont tombés dans la salle. Les gens qui arrivent à la dernière minute, quand le film est vraiment quasi commencé ou commence. Et qui en plus te demandent de te décaler pour qu'ils aient 2 places à côté. Évidemment, ils voient rien, donc éventuellement ils allument la lumière de leur téléphone. Tu vois, ils te la foutent dans la gueule. Et qui cherchent leur place désespérément là, alors que toi t'es dans le film, c'est relou. Franchement, t'arrives en retard, tu prends les seules places qui restent et tu fais pas chier les autres. Moi, ce que je déteste au cinéma, c'est les vieux puristes qui viennent t'engueuler quand tu fais du bruit. Les gens qui ne font pas attention au rang qui est devant elles et qui poussent avec leurs pieds ou avec leurs mains, et donc ça donne on a des grands coups dans le dos tout d'un coup et c'est extrêmement désagréable. Et donc la première fois on dit bon, j'espère qu'il va se calmer, la deuxième fois on se retourne déjà, et puis la troisième fois on pique une crise. Je pense que les gens qui mangent tout simplement, bon, popcorn, tout ça c'est un classique. Je déteste sortir du cinéma après le film et voir que des gens ont laissé leur paquet de popcorn partout par terre, et les paquets de bonbons qui traînent, et des bouts de bouteilles d'eau partout, au lieu de les ramasser et de les mettre dans la poubelle. Comme s'ils voulaient le partager avec les gens de la séance suivante, quoi. C'est insupportable. Moi, je déteste particulièrement les gens qui sont seuls et qui font des commentaires sur absolument chaque scène, en espérant que tu parles avec eux alors qu'on est en pleine séance de ciné. Ils parlent fort aussi, ça me perturbe en fait. Moi, ce que je supporte pas, c'est quand les personnes, elles ont le droit de manger ok, parce qu'elles mangent la bouche ouverte à côté de toi avec le popcorn en plus qui... Comme ça, c'est insupportable. Et tu peux plus regarder le film après. C'est les personnes qui prennent le siège qu'on a réservé à l'avance. Alors je déteste quand les gens croient qu'ils sont chez eux et qu'ils ramènent leur tupperware avec de la bouffe dedans. Enfin, ça m'a déjà arrivé où un mec à côté a ouvert son tube pendant le film et a sorti des bâtonnets de concombres. Et donc il croquait ces bâtonnets de concombres à côté de mon oreille. J'ai failli péter un plomb. Les gens grands qui se mettent en plein milieu de la salle et qui t'empêchent de voir quelque chose. Ceux qui étalent leur gros yep là sur les sièges. Je vous rassure, vous êtes loin d'être les seuls à penser ça, et je suis loin d'être la première à me poser ces questions dans un podcast. En 2010 déjà, les critiques britanniques Mark Kermode et Simon Mayo de la BBC, ces deux critiques qu'on admire beaucoup avec Marie d'ailleurs, ont eux-mêmes établi une liste de règles de bonne conduite dans une salle de cinéma. Voici leurs règles. Pas de nourriture plus dure qu'une brioche un peu molle. Pas de bruit excessif de type quand on boit nos boissons. Pas de froissement de papier ou de paquets de mouchoirs. Pas de parentalité irresponsable, c'est-à-dire éviter d'emmener votre enfant voir un film qui ne serait pas de son âge. Pas de hobby, donc par exemple le tricot, on évite. Ou jouer aux cartes, je sais pas. Pas de bavardage. Pas de téléphone portable, là-dessus ils sont très stricts. Pas de coups dans les sièges. Pas d'arrivée en retard. Et pas de pieds nus, sauf dans un endroit du monde où ce serait culturellement approprié d'enlever ses chaussures, par exemple au Japon. Moi, je dirais qu'on peut regarder son portable, mais uniquement si on est caché sous son manteau ou son gilet, donc vraiment zéro luminosité pour les autres. Si on a vraiment besoin de regarder son portable, on sort de la salle. Et personnellement, je pense qu'on peut manger devant un film, mais uniquement quand le film est suffisamment bruyant. Gardez vos popcorn pour les grosses scènes d'action. Ambulance de Michael Bay, j'avoue que moi, j'ai mangé à peu près 18 kilos de popcorn et c'était génial. Mais le jour où j'ai mangé une salade de kale devant la cérémonie de Claude Chabrol, j'avoue que c'était une grosse erreur. 2 précisions importantes. Évidemment, personne n'a envie de faire la police du ciné. Perso, je débarque pas dans une salle de cinéma en me disant « Trop bien, qui est-ce que je vais réprimander aujourd'hui ?» Non, quand je demande à quelqu'un de se taire, ça me donne l'impression d'être une vieille relou, ça me force à interrompre ma propre expérience de visionnage. Et même si je reste toujours polie, j'ai souvent peur de provoquer des réactions violentes et de me faire insulter pour avoir osé dire quelque chose. Je préférerais largement que tout le monde sache bien se tenir et qu'on puisse profiter du film ensemble. Et c'est ça la deuxième précision. L'expérience de la salle, c'est une expérience collective et ça devrait le rester. J'ai pas du tout envie que les gens s'arrêtent de vivre au cinéma. Au contraire, c'est un type de réaction que je cautionne pour le coup à 100%, c'est celle qui concerne le film. J'adore quand une salle entière rit face à une comédie ou crie en chœur face à un film d'horreur ou se met à applaudir spontanément après une scène réussie.
Aux États-Unis, ça arrive aussi que des gens s'adressent à l'écran pour hurler quelque chose au personnage ou pour faire une blague. Et même si c'est parfois un peu relou, la plupart du temps, je trouve ça amusant parce qu'au moins ces gens-là sont investis dans le film qu'ils sont en train de voir. En plus, le pire, c'est que j'ai beau juger, moi aussi, je dois admettre que ça m'est arrivé d'avoir des mauvais comportements dans une salle de cinéma. J'ai déjà envoyé des messages quand j'étais au ciné. J'ai déjà fait des blagues à voix haute sur un film dont je me moquais et qui ne m'intéressait pas particulièrement. J'ai déjà discuté avec mes potes pour essayer de deviner le twist d'un film de Shyamalan. Personne n'est parfait et je pense que ça arrive de plus en plus fréquemment de voir ce genre de comportement au cinéma. Est-ce que c'est lié à notre attention de plus en plus morcelée par les réseaux sociaux et la surstimulation constante ? Est-ce que le Covid, en plus de dézinguer tous nos repères et nos habitudes, a un peu trop flouté les barrières entre la sphère privée et la sphère publique ? Est-ce qu'on a tellement l'habitude de regarder des films sur notre canapé qu'on transpose l'expérience de salon dans la salle de cinéma ? Est-ce qu'il s'agit encore, comme l'a suggéré une amie à moi, d'un réflexe post-attentat, c'est-à-dire qu'on a besoin de vérifier à tout moment sur notre téléphone portable que rien de grave ne se passe en dehors du cinéma ? Honnêtement, je sais pas, c'est sans doute un petit peu de tout ça. Je pense juste que si on commence à se dire que c'est normal de se comporter comme ça au cinéma, si on arrête d'être motivé par la honte et la culpabilité, on fait partie du problème et on risque de continuer à l'aggraver. Au fond, le plus gros problème, c'est que, comme dans l'avion ou au restaurant, j'ai l'impression qu'au cinéma, personne n'a exactement les mêmes règles de savoir-vivre. Il y a ceux qui regardent beaucoup leur portable mais ne parlent jamais, et il y a ceux qui adorent parler mais qui considèrent que le portable, c'est une zone interdite. Forcément, difficile de s'y retrouver. Mais il y en a qui poussent le bouchon un peu trop loin, Maurice. Qui sont ces gens qui se comportent au cinéma comme ils le feraient dans leur salon ? Pourquoi ont-ils décidé de transformer nos salles obscures en 10e cercle de l'enfer ? Eh bien, comme je suis pour la paix et la tolérance, plutôt que de juste râler dans mon coin, j'ai voulu leur poser directement la question. Dans une logique de réconciliation amicale des peuples, j'ai voulu tendre une passerelle, essayer de communiquer avec l'ennemi et voir si je pouvais comprendre le raisonnement de ces gens qui font n'importe quoi au cinéma. I'm the bad guy? Cette nuit, j'ai été réveillé par des cris horribles. Un homme hurlait à la mort de la tour là-bas. J'ai été obligé de le faire taire. This is a very strict plane. Welcome to Germany. Je m'appelle Daniel et j'ai 18 ans. Ça t'arrive de regarder ton portable ou de parler quand tu vas au cinéma ? Parler un peu moins, mais regarder mon portable, oui. Je le regarde même assez régulièrement pour checker mes notifications, mes messages, etc. Mais je l'ai souvent vraiment juste dans la main et parfois par réflexe, je le regarde. Par exemple, je me souviens que Baby Girl avec Nicole Kidman, j'étais toute une partie sur mon portable en train d'écrire à une amie. Ok, alors, première question, t'as pas honte ? Si, un peu quand même. C'est pas non plus 10 minutes que je passe sur mon portable, c'est quelques secondes. Les films me paraissent pas forcément moins bons et puis je me sens pas moins investi. Enfin, ça gâche pas non plus toute mon expérience cinématographique. Et si jamais, admettons, moi je suis dans la salle et je viens te voir et je t'engueule gentiment mais je te dis faut arrêter maintenant, tu fais quoi ? Si c'est toi, là je dirais oui. C'est mamie. Non, là si quelqu'un me fait la remarque, je crois que je me tiendrai à carreau, mais... Alors ça m'arrive surtout, j'avoue, pour regarder l'heure, à des multiples reprises que je faisais pas avant. Ça fait, 2-3 ans, là, j'ai vraiment lâché l'affaire. C'est-à-dire, j'éteins plus mon téléphone, je le mets plus en mode avion, je commence à faire autre chose, quoi. Ah ouais. Plus que regarder l'heure, ça peut être répondre à un message, ce que je l'aurais pas fait avant non plus. T'as pas honte ? Si, je culpabilise à mort, et ça m'emmerde de pas pouvoir déconnecter, tu vois, pendant... Et je le fais quand même, tu vois, vraiment dans un truc... Dans ma bulle, je vais vraiment le faire sous le manteau, je vais regarder en méga scred, parce que je suis gênée déjà que aussi mes voisins, tu vois, me voient regarder mon téléphone, et je veux pas les déranger non plus. Si le film me happe, je vais pas regarder. Enfin, je vais quand même regarder au moins une fois, tu vois, pour savoir où j'en suis sur l'échelle du temps. Ça me soulage un peu, en fait. Parce que je suis un peu, je pense qu'il y a une forme de claustrophobie à être enfermée. Je sais pas, Anatomie d'une chute qui durait, je crois, 2h30, c'est ça ? C'était super, mais quand j'ai vu où j'en étais, j'ai plus profité, en fait. Je pense que c'est vraiment un truc de maîtrise, quoi, de soi. Et ça s'apprend, ça se travaille un peu comme tout, quoi. Je suis toujours prête à dégainer Shazam et à prendre des notes, en fait, de toutes les petites références qu'il peut y avoir, parce que, je sais pas, s'il y a un personnage qui parle d'un livre, du coup, j'aime bien aller voir ce que c'est comme livre et ensuite le lire. S'il y a des musiques, du coup, je lis Shazam pour voir ce que c'est comme musique. Donc, voilà, c'est pour ça, mon téléphone. Alors, je m'appelle Victoria et puis j'ai 31 ans. Je suis une de ces mauvaises élèves qui, quand le film est pas incroyable, je fais comme à la maison, je regarde mon téléphone. Tu le regardes beaucoup ? Plus si le film il est vraiment mauvais, mais en principe, 2-3 fois, juste quand il y a les petits coups de mou. Typiquement, Fast and Furious 10, alors, avec tout l'amour que j'ai pour cette saga, il était long, hein. Non, je me passe le temps autrement, vraiment à l'entracte,
Enfin, je sais pas si en France vous avez ça aussi, mais nous en Suisse on a l'entracte qui coupe le film en deux. Là j'ai dit à mon mari, j'ai dit non mais on va derrière, là il y a des gens derrière nous, j'ai pas envie de les déranger, mais en fait ça va être longuet là en fait. Et pourquoi pas carrément quitter la salle si de toute façon tu sais qu'il y a l'entracte et que tu dis bon. Je me dis quitte à avoir payé 30 francs. Donc chez vous ça fait à peu près 32 €, tu te dis ouais bon, t'as quand même espoir que le film il finisse par être bien quoi. Je m'appelle Raphaël et j'ai 40 ans. Alors quand je vais au cinéma, j'y vais à peu près 2-3 fois par semaine. Et quand j'y vais, donc j'y vais accompagné avec mon conjoint, et donc j'ai envie de passer une bonne soirée et donc de profiter du film. On reste vraiment sur du papotage et en essayant de perturber le moins possible. Ça va être le physique des acteurs, la façon dont c'est filmé, pourquoi ils sont pas à leur avantage, ce genre de choses en fait. Je me retiens pas pour en parler pendant le film. En fait. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas trop le choix. Par exemple, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il était diabétique et que donc il regarde son téléphone au cinéma tout simplement pour surveiller sa glycémie, pour éventuellement s'injecter une dose d'insuline. Merci à cette personne parce que j'avoue que j'y avais pas pensé et je reconnais que parfois on n'a pas le choix. Après, je pense que la majorité des gens qui regardent leur portable au cinéma ne le font pas parce qu'ils sont diabétiques. J'ai aussi posé la question sur Instagram, sur le compte Ami le podcast, abonnez-vous. Et le nombre de personnes qui m'ont répondu que oui, elles parlaient ou regardaient leur téléphone au cinéma était assez hallucinant. Pardon, j'ai dit que je jugerais pas, mais je vous juge. Et la grande majorité de ces personnes m'ont répondu qu'elles regardaient leur téléphone, je cite, quand le film est nul, quand il y a un coup de mou dans le film, quand je me rends compte que le film est chiant. Et je suis désolée, mais je sais pas, pour moi c'est comme tromper son partenaire et dire « oui, mais c'est parce que il ou elle m'ennuyait ». T'as le droit de t'ennuyer dans ton couple, mais tu peux faire d'autres choix que le ou la tromper en fait. Déjà, je vais me faire cancel sur mes opinions sur le cinéma. Là, je rajoute mes opinions sur l'adultère. Bon, je vais peut-être prendre un autre exemple. Pour moi, c'est un peu comme dire j'étais au restaurant et comme j'ai pas aimé mon plat, je suis allée chier dans l'assiette des autres. En fait, c'est pas parce que t'as une mauvaise expérience que tu dois gâcher la mienne. Si t'as un problème avec le film, déjà, je pense pas que le fait d'en rater la moitié parce que tu regardes ton téléphone portable va arranger les choses. Au contraire, il va inévitablement te paraître moins bien plus tu regardes ton portable. Et puis, comment tu peux avoir un avis éclairé sur un truc auquel tu ne donnes même pas une chance ? J'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, mais il y a aussi des films qui nous laissent un peu sceptiques pendant une très longue durée et puis qui vont nous faire totalement changer d'avis vraiment dans la dernière séquence. Et puis je vais vraiment me transformer en vieille réac, mais peut-être que c'est pas une si mauvaise chose de réapprendre à tolérer l'ennui et la contrariété sans immédiatement essayer de calmer nos nerfs grâce à notre téléphone portable. Je sais pas, je dis ça comme ça. Étant vieille, je me souviens d'une époque où les téléphones portables n'existaient pas et on a très bien survécu. Regardez les pubs, on n'avait pas le choix. Parfois, moi, je passais des heures à juste regarder par la fenêtre et vous allez trouver peut-être ça triste, mais je sais pas, je m'en suis plutôt bien sortie dans la vie, en fait. Si vous avez assisté à un cours de philo de terminale, vous savez que John Stuart Mill a dit « La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres ». Et Brad Pitt, lui, a dit « La première règle du Fight Club, c'est qu'on ne parle pas au cinéma ». Non, c'est pas vrai, il a pas dit ça, mais il aurait dû. Mais bon, puisque personne n'arrive à vraiment se mettre d'accord sur ce qui est acceptable ou pas dans une salle de cinéma, je pense qu'il vaudrait mieux établir des règles suffisamment strictes pour que ça convienne à tout le monde. Et il y a un endroit qui m'a convaincue de ça. C'est un endroit qui me donne un peu espoir, peut-être mon endroit préféré sur Terre. Et cet endroit, c'est le cinéma Alamo Drafthouse, à Austin, au Texas. Il y a 15 ans, j'ai emménagé à Austin. Non, vous inquiétez pas, je vais essayer d'être brève, même si c'est difficile quand je commence à parler du Texas. Mais quand j'ai emménagé là-bas, j'ai découvert cette chaîne de cinéma, qui a une ligne éditoriale très particulière. Déjà, ce sont des cinémas dans lesquels on peut boire et manger, et je ne vous parle pas uniquement de popcorn. Non, au Alamo, chaque siège est accompagné d'une table, un menu, un stylo et du papier, pour pouvoir commander à manger avant ou pendant le film. Entre chaque rangée de sièges, forcément très espacés, les serveurs circulent dans le noir, le dos légèrement courbé pour ne pas gêner la vue. Et je vous avoue qu'avant d'essayer, j'étais très dubitative, mais en fait, j'ai été immédiatement convertie. Le menu est très complet, on peut y trouver des petits snacks de cinéma, mais aussi des burgers, des pizzas, ou des plats en hommage à certains classiques du cinéma. Par exemple, il y a un $5 milkshake qui fait référence à Pulp Fiction. Et ils sortent aussi très souvent des plats en édition limitée. Par exemple, une tarte à la pêche concoctée pour la sortie de Parasite ou un civet de lapin pour des rediffusions du Seigneur des Anneaux. Oui, parce qu'ils diffusent aussi des films de patrimoine et ils organisent beaucoup d'événements spéciaux. Et bref, cet endroit est trop bien et je pourrais en parler pendant très longtemps. Et c'est pas que parce que leur bouffe est très bonne, ni parce que leur programmation est super, que j'aime ces cinémas presque autant que mes propres parents. C'est aussi parce que malgré la possibilité de manger, ils sont assez radicaux sur le règlement interne.
En fait, c'est simple, avant chaque projection, ils diffusent un message de prévention toujours très drôle et souvent incarné par des stars de cinéma pour prévenir le public. Welcome to the Alamo Drafthouse. All right. Here's the deal. You don't need to check your Facebook at the Alamo Drafthouse because nobody likes your face or your book. Have fun, have respect for your neighbor. One thing I can't stand is people talking in the movie theater. Don't do it. Cell phone users that get away with murder. Stop it. Turn off your mobile devices, you punk. Don't even try it. This is not what you do during a movie. You just messed with the wrong Mexican. Would you turn that off? Shut up. Let us all watch the movie. Just turn off the phone, okay? Le message, c'est toujours le même. Il est interdit de parler ou d'envoyer des textos pendant la séance. Et si quelqu'un se plaint de votre comportement, après 2 avertissements, on vous demandera de partir. I don't want to go. Sir, please. Ouais, je reconnais que c'est assez hardcore. Et d'ailleurs, on sait qu'ils l'ont fait au moins une fois, puisqu'il y a une cliente qui s'est fait jeter une fois du Alamo Drafthouse. Elle leur a laissé un message sur leur répondeur très énervé et un peu éméché. Et en fait, ils ont transformé ce message en nouveau spot publicitaire diffusé au début des séances. Yeah, I was wondering if you guys actually enjoy treating your customers like a pieces of shit. I didn't know that I wasn't supposed to text in your little crappy-ass theater. It was too fucking dark. I was using my phone as a flashlight to get to my fucking seat. And it was on silent. It wasn't bothering anybody. En gros, on comprend qu'elle était un peu bourrée, mais elle explique que son téléphone était en mode silencieux et pas en mode bruyant, qu'elle était juste en train d'utiliser son téléphone pour trouver sa place dans le cinéma, donc on comprend aussi qu'elle était sans doute arrivée en retard. Mais le message est très très drôle. J'habitais aux États-Unis à l'époque où ce message est sorti pour la première fois, et ça nous faisait mourir de rire au début des séances d'entendre ce message. C'est pas très sympa, mais je dois dire que ça marche parce que j'ai assisté à environ 18 millions de projections dans des cinémas à Alamo Drafthouse, que ce soit au Texas ou en Californie ou à New York, et je n'ai jamais vu quelqu'un se faire éjecter. Et je dois dire que c'est la seule chaîne de cinéma dans laquelle je n'ai jamais été emmerdée par l'attitude de quelqu'un d'autre. Comme quoi, Monica a raison, les règles permettent de contrôler le fun parce que souvent les séances au Alamo Drafthouse sont très vivantes. C'est parmi les meilleures projections que j'ai fait dans ma vie et pourtant tout le monde est très respectueux. D'ailleurs, quand je parlais plus tôt avec Marie Telling des comportements qu'on devrait adopter au cinéma, elle aussi, elle a tout de suite pensé à une anecdote du Alamo Drafthouse. Et j'étais allée voir Sans un bruit au Alamo Drafthouse de Brooklyn à l'époque. Et en fait, au Alamo Drafthouse, ce qui fait partie du plaisir, c'est de commander à manger en même temps. Sauf que sans un bruit, il n'y a pas de bruit. Et du coup, tout le monde était resté. Moi, j'avais commandé, ils faisaient des pop-corn hyper bons au cheddar. Et je pensais que ça allait être un film d'horreur un peu classique, donc j'avais compris qu'il y avait un truc avec le silence, mais je pensais pas que ce serait à ce point. Et en fait, on était plusieurs à avoir fait pareil, et tout le monde a fini le film avec leur bol plein, quoi. Génial. Personne osait manger des pop-corn pendant ce film, mais c'était assez cool du coup. Je sais pas si un jour des cinémas français se mettront à appliquer le même genre de fonctionnement qu'au Alamo Drafthouse, mais je pense que ça peut se tenter. Il y a clairement une épidémie d'utilisation de téléphones portables au cinéma. Je pense que ça ne fait du bien à personne. Même les gens à qui j'ai parlé qui le font reconnaissent que c'est pas très bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on peut peut-être méditer ce genre de solution pour l'avenir. I drink your milkshake. You got into Harvard Law? What, like it's hard? C'est pas possible. Il faut moins 8 minutes. I had a dream about this one. Ça fait comme des pizzas 4 chaussures. Si vous me regardez, qui je regarde moi? C'est le moment de vous parler des films qui sont diffusés en salle actuellement. Avec un petit bémol, je rentre du Festival de Cannes et généralement la période juste après le festival, en ce qui me concerne, c'est un peu en no man's land, à la fois cinématographique et cérébral. Je n'ai plus que 4 ou 5 neurones en état de marche, je réapprends tout juste à m'alimenter correctement, je fais des nuits complètes pour la première fois depuis un mois. Et donc généralement, tout ce que je regarde dans les 2 semaines qui suivent le festival, c'est soit les Kardashians, soit des films d'horreur que j'ai déjà vus 25 fois. Je ne suis donc pas très à jour sur les sorties ciné. Je le serai un peu plus à partir de la semaine prochaine, promis. Mais je peux déjà, s'il le faut, vous dire ce que j'ai pensé de 2 films qui étaient à Cannes et qui sont actuellement disponibles en salle. 2 films sur lesquels, honnêtement, j'ai pas un avis extrêmement marqué. Le premier, c'est The Phoenician Scheme de Wes Anderson. He is survived by 10 children, 9 boys, 1 nun, his daughter Liesl. I've appointed you sole heir to my estate, which you may come into sooner rather than later. Why? It's been 6 years since our last meeting. I have my reasons. Which are what? My reasons? I'm not saying. I'm saying I'm not saying.
Trigger warning, il se trouve que moi je suis plutôt agnostique de Wes Anderson. Il y a des films de lui que j'adore, mais comme beaucoup de gens, je pense, je commence à être assez indifférente à son cinéma. Ça a jamais été le genre d'esthétique qui me parlait le plus. C'est une esthétique qui est sublime visuellement et qui est très millimétrée. Mais justement, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de ces films qui ne respirent pas tellement ils sont contrôlés. C'est un petit peu le cas de celui-là, même s'il est toujours aussi maîtrisé visuellement, toujours aussi plaisant dans le récit. Il y a des scènes qui sont très drôles, des personnages secondaires qui sont fabuleux, notamment celui qui est joué par Michael Cera. Benicio del Toro, qui joue le personnage principal, est génial. Donc je peux pas vraiment en dire du mal, mais j'ai l'impression d'être dans la même situation un peu triste que beaucoup de critiques ciné, qui est qu'on est devenu blasé de Wes Anderson. Il y a que lui qui fait ce qu'il fait. Il a une esthétique extrêmement particulière et personnelle. Je pense pas qu'il ait vraiment fait de mauvais films. Et pourtant, on finit par s'habituer à son style. Et donc, j'avoue que je suis ressortie de ce film en me disant « Ouais, ok, c'était un film de Wes Anderson. » Voilà, je sais pas si ça va beaucoup vous aider. Et si vous faites partie des gens qui sont encore très très fans de Wes Anderson, je suis sûre que celui-là vous plaira. Personnellement, j'étais beaucoup plus sensible au précédent, Asteroid City, parce que je trouvais qu'il sortait un peu plus de son cadre habituel, que c'était une réflexion assez méta sur le rôle de la mise en scène, sur le rôle de l'écriture dans un film, sur comment un interprète va s'approprier un texte. Il y avait des moments très très mélancoliques que j'avais trouvé très beaux. Celui-là, The Phoenician Scheme, c'est un film qui est très plaisant, mais j'ai pas eu un énorme coup de cœur. Il y a aussi Jeune mère des frères Dardenne. On en a parlé dans les épisodes précédents. C'est devenu un peu une blague récurrente. Les frères Dardenne sont abonnés au Festival de Cannes. Et on peut devenir un peu hermétique à leur cinéma au fil du temps. Moi, j'avoue que c'est mon cas, même si j'ai beaucoup aimé certains de leurs films. Celui-là m'a laissé assez insensible. Ça parle d'un foyer qui héberge des très jeunes mères avec leurs enfants en bas âge. Donc c'est encore une thématique très sociale qui a tout intérêt à être racontée au cinéma. Et je dirais que c'est quand même une nette amélioration, selon moi, par rapport à leurs 2 films précédents, Tori et Lokita et Le Jeune Ahmed, que j'ai pour le coup détesté. Mais j'avoue que même là, le dispositif m'a laissé un peu indifférente. C'est un film choral, ce qui peut être à double tranchant parce qu'il y a des récits auxquels on va beaucoup plus s'intéresser que d'autres et donc on va décrocher à certains moments du film parce qu'il y a des personnages auxquels on adhère moins, des actrices aussi auxquelles on adhère moins. Encore une fois, ça me paraît très difficile de dire que c'est un mauvais film, mais c'était pas un film pour moi. Par contre, il y a 2 films qui sont toujours en salle actuellement et que j'ai adorés. Le premier, c'est Sinners de Ryan Coogler. With all the things that I've seen, I ain't ever seen no demons, no ghosts, no magic. Ryan Coogler, qui avait fait Fruitvale Station, un film incroyable avec Michael B. Jordan, et qui ensuite s'est dirigé vers un cinéma beaucoup plus grand public et un cinéma de studio blockbuster avec Creed et Black Panther. J'aime tous ces films, mais j'avoue que c'est assez plaisant de le voir revenir à une idée plus originale plutôt qu'à une franchise. Là, on est aussi sur du très grand public. C'est une histoire de vampire. C'est un film qui utilise des codes assez populaires. Il y a notamment quelques jumpscares. C'est un film qui est drôle, qui est sensuel, qui est très rythmé. Ça retrace toute l'histoire des tensions raciales aux États-Unis et plus spécifiquement la manière dont la culture afro-américaine et la musique afro-américaine a été progressivement vampirisée dans la pop culture. Le fait donc que Ryan Coogler, qui revient d'un système très codifié, s'empare d'une histoire comme ça a forcément encore plus de résonance. C'est une réflexion qui est très vivante sur comment faire de l'art sans se compromettre, sans qu'il soit parasité ou récupéré par des entités nocives, malveillantes. C'est un film qui contient des séquences musicales assez folles, très inventives. Je dirais que c'est pas un film parfait, mais comme souvent, c'est le genre de film dont je vois les défauts qu'au moment où je suis en train de le regarder. Et puis, un mois après, honnêtement, je m'en souviens même plus. Tout ce dont je me souviens, c'est du très bon moment que j'ai passé devant et des milliards de pistes de réflexion que ce film a lancées. C'est un film qui, tout en récupérant plein de codes assez vus et revus, notamment des codes du genre de l'horreur, qui est aussi vraiment unique dans son propos, dans sa réflexion. Donc je ne peux que vous le recommander. Sinners, pour le coup, c'est un des meilleurs films en salle actuellement au cinéma.
Il y a aussi encore en salle Tu ne mentiras point de Tim Mielantz. C'est un film, pour le coup, très sobre, adapté d'un roman de Claire Keegan. Ça parle des couvents de la Madeleine en Irlande dans les années 80, donc des couvents qui emprisonnaient et maltraitaient, là aussi, des jeunes mères qui n'avaient pas d'autres ressources et ne savaient pas vers qui se tourner. C'est un épisode assez marquant de l'histoire irlandaise, qui est peut-être moins connu en France. Et tout ça, c'est raconté là à travers la perspective d'un homme qui a une connexion avec les couvents de la Madeleine, mais c'est quelque chose qui va être détricoté très lentement et très discrètement au fil du film. Cet homme est incarné par Cillian Murphy, qui est absolument parfait dans le rôle d'un homme déprimé et mélancolique. C'est un film qui est très très beau, très touchant, mais aussi beaucoup dans la retenue. Donc l'émotion peut avoir du mal à éclore. Je sais que ça a été le cas pour certaines personnes, mais personnellement j'ai adoré ce film et je vous conseille aussi de lire le livre de Claire Keegan qui s'appelle Small Things Like These en anglais. C'est vraiment très très beau. Et d'ailleurs tout ce qu'écrit Claire Keegan est très très beau. Et si vous voulez entendre ma critique de Partir un jour, qui est aussi en salle actuellement, vous pouvez écouter l'épisode 2 d'Anaïs se fait des films, puisque c'était le film d'ouverture du Festival de Cannes, et j'en avais parlé à cette occasion. Version courte, je trouve que c'est plutôt sympa comme film. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont accepté de témoigner à voix ouverte et de parler de leurs pires travers au cinéma. Vous m'avez beaucoup fait rire avec vos anecdotes. J'ai pas pu toutes les inclure, mais il y a aussi quelqu'un qui m'a écrit pour me dire qu'elle pouvait pas s'empêcher de parler au cinéma, de dire « Eh, mais c'est le mec de tel film » ou « Trop bien tel titre de musique ». Et que d'ailleurs, quand elle avait la vingtaine, un ex a invoqué cette excuse pour rompre avec elle en lui disant « Tu parles trop au ciné et tu ris trop fort et je comprends pas tes blagues ». Vraiment désolée à elle. En vrai, c'est un peu radical comme motif de rupture. C'est la fin de cet épisode d'Anaïs se fait des films. À partir de maintenant, le podcast reviendra toutes les semaines. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci à Constant, Dali, Marie, Alice, Alicia, Astrid, Benjamin, Caroline, Émile, Émilie, Hélène, Johanna, Marika, Marie-A, Mona, Virginie et Jean-Marie Colombani d'avoir parlé de ce qui les énervait le plus au cinéma. Si vous utilisez votre téléphone portable au cinéma, arrêtez. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et mettre un petit commentaire. Et si ça ne vous a pas plu, je ne veux pas le savoir, laissez-moi me faire des films. À la semaine prochaine. Anaïs se fait des films est un podcast d'Anaïs Bordage, c'est moi. Produit par Slate Podcast. Production éditoriale, montage et réalisation Aurélie Rodriguez. Et au fait, je t'ai pas dit. Ouais. Anaïs, elle se fait des films. Mais non.